Personne ne sait qui il est réellement, jusqu'à ce qu'il frappe. Avec lui, la recherche de la vérité absolue est une obsession. Et malheur aux hypocrites et à tous ceux qui sont ses cibles. Avec lui, le poids des mots, le choc des pruneaux. À part les cons, qui va s'en plaindre? Yann Harris, il dit ce qu'il pense et pense ce qu'il dit. Et tant pis pour les concernés. Emmanuel, bonjour. C'est la première fois qu'on se Bonjour. rencontre. Oui. Bienvenue en Anjou. Ben voilà. Il fait beau. Oui, maintenant, oui. 12 Ce heures matin, il angevines. faisait... Tu connaissais un peu l'Anjou, je crois. Hein. J'ai joué au festival d'Anjou ouais, il y a 2 ans. De bons souvenirs. Oui, très bon souvenir. Il y a beaucoup de vent, en fait. Il y avait beaucoup de vent et on jouait en extérieur. Donc, et je me souviens que c'était un peu compliqué parce qu'on avait des panneaux qui étaient montés sur des roulettes, en fait, en décor. Et il fallait trouver que des gens se mettent derrière pendant toute la pièce pour retenir les panneaux, parce que sinon ils tombaient. Voilà, c'était des surprises de dernière minute, mais c'était assez marrant, quoi. Mais c'est vraiment, j'ai fait un passage éclair. D'accord. On va pas faire ton pédigré, on le connaît tous. Non. Ah oui, je ne sais pas. Ouais. Moi, il y a une question qui me turlupine, du verbe turlupiner. Ouais. Attention, il y a beaucoup de choses dans ce verbe. Je sais bien. En 80, tu as 9 ans. Ouais. Voilà, et ta mère, donc ta maman, qui était ou qui est agent artistique, a l'idée de te punir et de te mettre au cours Simon à Paris. Moi, j'ai une question que je me pose. Quand on a 9 ans, quand après l'école, on se tape les cours dramatiques du cours Simon, alors que ses potes, après l'école, regardent Goldorak, quel souvenir on en a? Écoute, j'ai regardé quelques épisodes de Goldorak, j'ai jamais été passionné. Non, mais je veux dire, donc si tu veux, j'ai pas l'impression d'être passé à côté de Goldorak, mais écoute, bon bah voilà, c'est un parcours assez atypique. Il se trouve que c'est le mien. Alors c'est vrai que bon, quand tu commences à tourner beaucoup, à faire du cinéma, à prendre des cours de théâtre, alors que tes camarades de classe font plus naturellement du judo. Ouais, c'est ça. Parce que c'est jeune, hein. Oui, mais bon, si la question c'est est-ce que ta mère t'a poussé à faire ce métier? Elle m'a pas poussé, elle m'y a encouragé en fait. Moi, j'ai en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai émis moi-même spontanément l'envie de faire un métier en tout cas artistique. Alors je voulais être chanteur, je voulais être imitateur, j'aimais beaucoup faire le clown et imiter des personnalités. Et puis je suis venu à la comédie comme ça, un peu spontanément, un peu parce que on m'a fait connaître le cours Simon et donc voilà, j'ai pris un an au cours Simon et puis les choses se sont enchaînées. En fait, j'ai eu la chance de tourner parce que des directeurs de casting venaient au cours Simon, parce que c'était un cours où il y avait une classe d'enfants, donc voilà, donc dès qu'ils avaient besoin d'enfants en fait pour tourner, ils venaient dans ce cours pour faire leur marché, quoi. Donc ton meilleur souvenir quand on a 9 ans et qu'on se retrouve au cours Simon, c'est quand même pas les moindres quand même. Oui, bah en fait c'était le seul cours qui acceptait les enfants en fait, donc parce qu'en général c'était plutôt vers 16 ans ça commençait. Mais oui, non, bien sûr, c'est une expérience assez particulière, assez atypique. C'est d'ailleurs, j'ai un peu morflé quand j'étais à l'école parce que j'étais pas comme les autres. Donc, tu vois, quand j'ai commencé à tourner, alors là, ça a été la cavalcade, quoi. Et justement, donc tu as commencé à tourner un an après, tu avais 10 ans, 1980, Robert Hossein te remarque pour une adaptation des Misérables. Absolument. Et là, tu joues avec le grandissime Lino Ventura. Ouais. Et puis le rôle de Gavroche, c'est quand même pas des moindres. Un petit peu, oui. Non, c'est carrément. T'es plus dans la vraie vie quand tu bénéficies de ce genre d'expérience, c'est absolument incroyable, quoi. T'as l'impression d'être dans un rêve, quoi, en fait. Et d'ailleurs, là pour le coup, c'est vraiment là que j'ai commencé à morfler à l'école parce que d'un seul coup, il y avait des articles dans les journaux. D'un seul coup, j'étais plus du tout comme les autres. Et moi-même, j'avais cette sensation quand j'étais sur les tournages. C'était absolument extraordinaire, quoi. C'était des souvenirs inoubliable, quoi. Bon, à 10 ans, tu n'avais peut-être pas conscience de tourner avec... non, alors effectivement, t'as quand même pas autant conscience des choses que quand tu es adulte, évidemment, mais si, t'as quand même quelque chose t'as quand même la conscience qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, quoi, de pas banal, quoi. Voilà. Personnellement, je suis un fan absolu de Ventura. Quelle image il t'a laissé, et même aujourd'hui, ça te booste, ça... Là, j'ai vraiment envie de savoir. Bah, forcément, tu t'inspires, enfin, je veux dire, ça fait partie des gens qui restent gravés dans ta mémoire. Alors même si je l'ai peu connu finalement, parce qu'on n'a finalement pas beaucoup de scènes ensemble dans le film. Mais bon, voilà, c'était quelqu'un un peu ce qu'il représentait à l'écran, comme ça, une espèce d'ours un peu, mais sévère mais juste. Ouais, et
Et voilà, c'est des moments. Et puis il m'a aidé, hein, je veux dire, j'ai eu une grosse scène avec lui, mais il a été vraiment très, très, très gentil avec moi et il m'a beaucoup aidé, voilà, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, comme Michel Bouquet. J'ai eu un peu plus connu Michel Bouquet, il m'a vraiment aidé, quoi. Voilà, Jean Carmet, pour moi, ça reste des exemples. Voilà. C'était la génération qui voulait ça. Tu penses qu'aujourd'hui, ça pourrait encore se faire, ce genre Oui, d'entraide? pourquoi pas. Je crois que je suis pas sûr que ce soit la génération. Je pense qu'il y a des cons à n'importe quelle époque et des gens intelligents. Oui, voilà. C'est le cas de le dire. Et souvent, d'ailleurs, ce sont les plus grands, les plus humbles. Et moi, je me souviens d'une scène précisément dans ce film dans laquelle j'avais un regard à donner à Michel Bouquet, Monsieur Michel Bouquet, quand même. Et c'est une scène qu'on a recommencée, mais je te mens pas, 50 fois. On l'a faite en 1 journée et demie. Et en fait, Hossein ne voulait pas déranger Michel Bouquet, donc il restait tout le temps de la scène, il restait dans la loge parce que c'était juste un regard, en fait. On n'avait pas spécialement besoin de lui. Et il était furieux parce que je n'avais pas demandé à ce qu'il soit là, et il voulait absolument être là pour le regard, quoi. Quelle que soit la durée de la scène, quoi. Le contrôler, quoi. Voilà, c'est le professionnalisme absolu incarné, quoi. Donc tu continues ton petit bonhomme de chemin, tout va bien, et t'en arrives au monde merveilleux de la post-synchronisation. Ouais, un peu... Par hasard? Bah non, enfin, les choses se sont faites comme ça. Moi, tu sais, je suis assez feignant, donc je fais un peu ce qu'on me dit de faire à partir du moment où ça me plaît. Mais effectivement, la synchro, ça m'a beaucoup plu. Je l'ai pas fait pour gagner ma vie. Hein. C'était pas que alimentaire, mais c'était juste, c'était quelque chose, c'était un exercice. Et puis en plus, j'ai eu la chance d'en faire dans de très bonnes conditions, très vite. Doubler des personnages incroyables, des comédiens incroyables comme Jim Carrey, Mathieu Perry, tout ça. Comment t'es arrivé à te devenir la voix officielle, par exemple? Par quel phénomène? Parce que je suis extraordinaire. Modeste et humble et tout, quoi. Voilà. Non, mais bon, il y a eu des essais de voix. Bon, voilà. Après, c'est vrai que très vite, j'ai commencé à travailler beaucoup sur des rôles très importants. J'ai eu la chance, et puis peut-être, j'imagine, un peu de savoir-faire aussi, mais Jim Carrey, voilà, ça s'est fait. Écoute, c'était The Mask, le premier film. Oui. Il y a eu des essais, on était une quinzaine dessus, parce qu'en plus, le distributeur qui était à MLF à l'époque voulait garder la même voix, il voulait vraiment officialiser la voix de Jim Carrey et le tenir sur tous ses films, ce qui à peu près était le cas. Mais, et puis voilà, donc parmi une quinzaine de comédiens, voilà, j'ai été choisi pour faire The Mask. Et je rebondis sur une question que tout le monde se pose en fait. Tu as fait pendant 7 ans Friends, et à la 8e saison, tu l'as pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout. Parce que je suis quelqu'un de très vénal. Non, mais en fait, si j'ai pas continué à faire Friends, c'est parce que, hormis le fait que la série était surexploitée, une exploitation commerciale de dingue, des ventes de DVD sur lesquelles on n'avait absolument aucun droit. La série était rediffusée tous les ans depuis le premier épisode jusqu'à la nouvelle saison. Et les coffrets de DVD qu'on voyait partir par centaines de milliers et sur lesquels on touchait pas un centime. Et puis à un moment, quand la chaîne qui diffusait Friends, quand les chaînes qui diffusaient Friends ont décidé qu'on ferait pas autre chose que Friends parce qu'on avait une voix trop connue. Donc là, on s'est dit, bon, c'est une exclusivité plus ou moins qui demande. Donc on s'est dit, une exclusivité, ça se paye. Hein. On ne peut pas non plus avoir les comédiens au tarif syndical parce qu'on était payé au tarif syndical. Les gens pensent que quand on doublait Friends, quand on double une série comme Friends, on est extrêmement bien payé, ce qui n'était pas le cas du tout, puisqu'on était, comme tu le sais, c'est à la ligne de texte. Et comme on était beaucoup de personnages, on parlait un peu chacun, mais on n'était pas si bien payé que ça. Finalement, on n'était vraiment même pas très bien payé. C'est la raison pour laquelle on s'est dit, on veut bien continuer, on veut bien d'ailleurs ne faire que ça pour France 2, pour ne pas les nommer, mais on aimerait bien que vous nous payiez un peu plus, si vous voulez une exclusivité. Bon, c'est pas plus con que ça. Et ce sont les Français ou les Ricains qui ont refusé dans le budget? Je crois que c'est France 2. Je crois que c'est affaire réglée, tant pis pour eux. Oui, parce que moi, en ayant ces revendications, je savais très bien que je m'exposais à être remplacé, ça ne me posait pas de problème. Simplement, je ne voulais pas accepter de travailler dans ces conditions. Voilà, il y a un moment, je pense qu'il faut se faire respecter et pas accepter tout et n'importe quoi sous prétexte de garder la continuité d'un personnage. Parfait. Moi, je dis que c'est un très bon choix, mais ça ne regarde que moi.
une question de stratégie. On avance dans le temps, 94-98, et là tu deviens la voix française de Fun Radio. Oui, c'est vrai. C'est la première fois que vous faisiez de l'habillage d'antenne. Oui. Qu'est-ce qui t'a plu dans cet exercice de style qui est très particulier? Qu'est les habillages d'antenne? Ce qui m'a plu en l'occurrence à Fun Radio, c'était que on m'appelait pour donner un ton qui m'était propre en fait, qui était un ton d'ailleurs que j'avais doublé un film qui s'appelait Pump Up the Volume, je sais pas si tu te souviens de ce film, et en fait c'est un type qui faisait de la radio libre comme ça, qui piratait les ondes et qui faisait de la libre antenne un peu en fait. Et d'ailleurs je pense que c'est ce qui a un peu inspiré Fun Radio à cette époque de faire de la libre antenne. Et pour l'habillage de leur radio, en fait ils étaient fans de ce film et c'est D-Fool et son équipe qui ont pensé à moi. Voilà. Et ils m'ont laissé. Ce qui m'a plu, c'est que c'était pas un habillage des liners droits, classiques et tout ça. C'est qu'il y avait un ton un peu provoque, un peu. Et je parlais vraiment aux auditeurs, quoi. Voilà. C'est ça qui m'amusait, quoi. Dans une demi-heure, c'est la libre antenne qui recommence avec Arnold. Tu peux dès maintenant appeler le 05 70 5000 Fun Radio. On avait un langage assez libre. On pouvait faire un peu ce qu'on voulait, quoi. Aujourd'hui, une radio te proposerait, parce que tu n'as pas d'exclus radio, là. Ça fait quelques temps que j'en fais plus. Tu serais prêt à discuter, quoi. Oui, bien sûr. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Si aujourd'hui, tu devrais prendre un peu de recul par rapport à tout ce que tu as fait depuis l'âge de 9 ans, quelle chose tu ne voudrais pas refaire, justement? Quelle chose je voudrais pas refaire? Écoute, je crois que j'ai... c'est une question conne, je sais. C'est difficile parce que finalement, Puis, t'as tout réussi? Même si... Oui, même si on n'est jamais vraiment satisfait de ce que... Voilà. Alors après, oui, c'est pas réellement vrai parce que j'ai quand même eu l'occasion, là, depuis pas mal de temps, de remonter sur les planches. J'ai eu des propositions, j'ai joué au théâtre assez souvent, j'ai eu de la chance. C'est vrai que le doublage, ça m'a mis dans un confort qui fait que j'étais très sollicité, je refusais du travail presque, et c'est une chance, mais du coup... ça m'a fait un petit peu m'éloigner du métier de comédien, je veux dire, à l'image. Et c'est vrai que, voilà, les rares fois où j'ai l'occasion de retourner, c'est un exercice qui me plaît beaucoup. Donc, j'aurais pu, disons, être un peu plus actif au niveau de ça. Justement, je rebondis là-dessus. C'est quoi ton actu à venir, prochaine? Un petit truc à nous dire en exclu ou... À quel niveau? Professionnel, j'entends bien. Non, mais je veux dire... Ce que tu veux, tout. Post-prod, théâtre... Eh ben, écoute, théâtre... par exemple. Bah oui, ça faisait longtemps que j'avais pas tourné. Donc je suis ravi que Pascal ait fait appel à moi. Et puis c'est un exercice que j'aime beaucoup, quoi. Même si ça faisait très longtemps et que j'étais un petit peu impressionné. Mais c'était une super expérience, quoi. Et qui me donne envie de réitérer. Donc tes projets à venir, éventuellement? Et mes projets à venir, écoute, alors au niveau théâtre, moi j'ai peut-être quelque chose, mais c'est un peu compliqué d'en parler, parce que c'est toujours un peu... confidentiel. Je sais pas par superstition, mais moi tant que rien n'est fait, tu sais, c'est très... Voilà. Après, vraisemblablement, en doublage, je vais probablement doubler Jim Carrey dans son prochain film, Dumb and Number 2. Ah, Easy Back. Écoute, je pense que ça va être rigolo. Et puis une nouvelle série là que je vais doubler pour Netflix, dont on ignore le titre parce que il y a Top secret. Oui, c'est top secret. Voilà. Et j'ai pas vu une image et tout ça. Simplement, c'est un acteur que j'ai l'habitude de doubler, donc en principe, on va commencer à partir on en saura plus quand de mi-novembre. Ça commence quand ça? Mi-novembre. Voilà. D'accord. Très bien. La voix off, bien sûr, tu connais bien de là. Et que penses-tu de toutes ces nouvelles écoles qui pullulent, surtout à Paris, qui apprennent le monde de la voix off? Je ne parle pas des coachings de technique vocale, je parle vraiment des voix off. Ton avis? Cache et cache. Alors, sans donner de nom, bien sûr. Ça dépend de ce qu'on veut apprendre, transmettre aux gens, quoi. Je veux dire, je pense pas qu'on puisse ouvrir une école de voix off et apprendre aux gens à faire des voix de documentaire, des voix de pub. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose qu'on sait faire ou qu'on sait pas faire. C'est quelque chose qu'on sait faire quand on est comédien ou pas. Je trouve que c'est surtout très... c'est un petit peu, comment dire, malvenu d'ouvrir ce genre d'école, en fait, de faire croire aux gens qui vont gagner des fortunes après avoir payé un bras, un stage de 15 jours et on sait très bien que 98, 99, si ce n'est 100% des gens qui sont passés par des stages comme ça ne font plus rien après. Bon, il y en a peut-être quelques-uns qui font
les trucs, mais bon, c'est un peu... C'est pas très bienveillant, quoi. Donc le conseil serait donc de suivre le cursus dit traditionnel, les cours. Bah, les cours de théâtre, on apprend à jouer déjà, et puis bah, c'est ça les bases, quoi. Puis c'est ça qui... Enfin, après, on peut savoir très bien jouer la comédie, avoir une formation de théâtre, et puis ne pas être spécialement doué pour faire des voix. Ne pas être spécialement doué pour faire du doublage ou pour faire de la voix off pub, mais je pense que quand on a, je pense qu'on passe pas par une école. Enfin moi, tous les gens que je connais et qui font de la pub, qui font du doublage, de la voix, etc., ce sont des gens qui ne sont quasiment à 100% jamais passés par une école de voix. Des tripes. Voilà, donc il faut arrêter de raconter des histoires aux gens, de leur faire croire au Père Noël. Voilà, amen. Dernière question. Si tu devais définir en un seul mot le mot de comédien, ça serait quoi? Un seul mot. Pour moi, un comédien, un seul mot. Ah oui. Ah oui, donc j'ai pas droit à plus de mots. Ah non, même pas 2. Ah, alors c'est compliqué parce que je suis quelqu'un d'assez bavard. Alors ça va être un mot. En un mot, comédien. Qui soit juste, percutant, celui qui te vient à l'esprit. La vie. Ah, voilà, c'est bon ça. On a tout dit. Les dernières choses, si j'avais interviewé Jim Carrey ou carrément le Masque, là, il aurait fini par dire quoi? Ah il aurait peut-être dit « Ça roupille, je vais vous secouer tout ça !» Ça tombe bien, j'ai mis une bouteille de Cabernet en Anjou au frais et on va se la prendre. Très bien. Faut pas me prendre par les sentiments. C'est un vrai plaisir. Merci. On se reverra très prochainement en studio tous les deux. J'espère. Business. J'espère. Avec plaisir. Avec grand plaisir. On est dans un très beau cadre. Et oui, là, on peut pas rêver mieux. Voilà. Donc à très bientôt. À bientôt, ouais. Ciao. Yann Arris, il dit tout haut ce que les autres pensent tout bas.